nous avons le grand plaisir d'accueillir Noureddine Zidane, que je pense beaucoup, dont vous entendez souvent la voix le matin plutôt, l'après-midi, sur France Inter, donc journaliste à France Inter, et qui avait participé à l'expérience, c'est ce que je vous ai mis sur votre pochette, de l'isolement médiatique. C'était en Ardèche ? En Dordogne. Ah, on choisit bien sa région. Pays du foie gras et tout. Et donc, isolement médiatique, mais peut-être pas gastronomique, on ne sait pas. Tout ce qui reste en Dordogne. Et donc, pour savoir comment on était informé en étant connecté qu'aux réseaux sociaux. Donc, il va nous rappeler un petit peu son expérience et surtout nous dire comment, à France Inter, on travaille avec les réseaux sociaux. Donc, c'est son expérience qui nous intéresse tout de suite. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je vais revenir sur mon expérience en Dordogne. Donc, en février 2010, c'était une initiative qui était née de l'imagination des radios francophones publiques, qui regroupe donc Radio France, mais aussi la RTBF pour la Belgique, Radio-Canada pour le Canada et la RTBF pour la Belgique, la télé suisse, la radio suisse romande pour la Suisse. L'idée, c'était de se dire à l'époque, est-ce que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter principalement, qui étaient émergents, surtout Twitter, est-ce que ces réseaux sociaux permettaient d'avoir une information aussi fiable que dans les médias traditionnels, comme les nôtres, radio, télé ou presse écrite. Alors c'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'on a fait cette expérience, beaucoup étaient circonspects, puisqu'on considérait qu'Internet, c'était, je vais prendre les propos les plus outranciers, c'était la lie de la démocratie, on trouvait tout et n'importe quoi, et que finalement, l'information qu'on pouvait y trouver n'était pas fiable du tout. Donc on s'était dit, voilà, pendant 5 jours, on va s'isoler de toutes les formes traditionnelles d'information, et qui sont également la base pour notre travail, puisque je vais revenir sur notre mode de fonctionnement quotidien. Nos sources d'information privilégiées, c'est la presse écrite, c'est également nos autres confrères radio, les dépêches d'agence, AFP. Je crois même qu'il y avait un intervenant ce matin qui représentait ce média, Reuters, AP, ou la télévision. Donc on s'est dit, on va se couper de toutes ces sources d'informations traditionnelles pour se concentrer uniquement sur Twitter et Facebook. Alors pendant ces 5 jours, rapidement, Twitter va devenir notre source de base, puisque on remarquera que Facebook, étant donné son côté un peu fermé, puisque c'est un système d'amis, donc de gens qu'on connaît, et donc un peu moins ouvert que Twitter, on s'est aperçu que voilà, Twitter devenait la source d'information privilégiée. Qu'est-ce qu'on a constaté au bout des 5 jours? En tout cas, les conclusions que j'ai tirées, c'est que en termes d'information, d'exhaustivité dans l'information, déjà, tout dépendait de la qualité du réseau qu'on se constituait, comme dans notre travail au quotidien. C'est-à-dire que si l'on choisissait les bons interlocuteurs, on avait plus de chances d'être informé. Pour caricaturer, si je suis les comptes officiels de Arthur, Omar et Fred, Koé, j'aurais peut-être les dernières blagues à la mode, et encore, mais je ne serais pas mieux informé, loin de là, que si je suis Guy Birenbaum qui traque les pépites que l'on peut trouver sur le net, ou d'autres personnalités plus médiatiques. Autre constat, c'est que les internautes, les blogueurs, les tweetos, comme on les appelle, que l'on suit, et que je suivais, avaient déjà une appétence pour l'information.
Et quelle était leur base? C'était les médias traditionnels. Donc lorsqu'ils parlaient d'une information, le relais, le support, c'était lemonde.fr, tf1.fr, France Info. Donc finalement, je ne veux pas parler comme de circulation circulaire de l'information, mais quelque part, on n'était pas moins informé qu'avec des médias traditionnels. Après, tout est question de hiérarchie, puisqu'on constatait que sur Twitter, assez peu de faits divers étaient relayés. On a été peut-être un peu plus tourné vers la politique, énormément vers le sport, sur des sujets à l'international, mais très très peu de faits divers, alors que dans les médias traditionnels, on voit, en tout cas pour parler des médias les plus populaires, les plus suivis, TF1, RTL, Le Parisien, eh bien, les faits divers sont toujours mis en avant et sont même presque des produits d'appel. Donc c'est un petit peu la différence que j'ai pu constater. Voilà pour le constat, on va dire, de contenu, de fond. Alors après, la suite de l'expérience et les conséquences, l'après isolement médiatique. Alors il y a eu un intérêt, on va dire, à court terme, en disant « Ah oui, c'est pas mal, Twitter, il faudrait que je m'y mette, mais j'y comprends rien ». Donc c'est un peu retombé, les gens n'ont pas saisi complètement l'intérêt, alors que moi, assez rapidement, je l'ai utilisé comme outil d'alerte supplémentaire. C'est-à-dire qu'avec Twitter, désormais, n'importe qui peut être une source d'information. Alors après, source d'information, il y a information et information. Si je dis, l'information qui aura peu d'intérêt pour moi, je viens d'aller voir un film au cinéma, il est super, dans mon activité professionnelle, ça ne va pas me servir à grand-chose. Si, en revanche, j'ai un autre tweetos qui me dit oulala, je viens de croiser un homme habillé avec une doudoune et un fusil devant la tour de la Défense, là, je me dis, oula, il se passe peut-être quelque chose. Et là, on va se dire, on va peut-être appeler du côté de la Défense, voir qu'est-ce qui se passe et aller sur place pour aller vérifier. Donc, Twitter est devenu, pour nous, en tout cas pour ceux qui le maîtrisent bien et qui ont compris l'intérêt de cet outil, un outil d'alerte supplémentaire. Auparavant, il y avait le téléphone rouge d'Europe 1 où les gens pouvaient appeler directement. Là, finalement, c'est l'information qui vient à nous. Dès lors qu'on choisit bien ses interlocuteurs, dès lors qu'on choisit bien ses abonnements, on peut avoir cette veille intéressante qui permet de réagir beaucoup plus vite. Après, je pense qu'il y a eu peut-être un tournant au niveau des rédactions. C'est lors du procès DSK, où là, les envoyés spéciaux qui ne pouvaient pas traiter en temps réel, en tout cas télé ou radio du procès, ont relayé ce procès via Twitter. Et là, on s'est dit que finalement, on pouvait passer les barrières, soit réglementaires, législatives, en informant son public en temps réel. Et là, on s'est dit, oula, oui, il y a peut-être un nouveau champ qui s'est ouvert. Et depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans, dans les rédactions, les comptes Twitter se multiplient. Toujours plus dans un sens, c'est-à-dire je vais chercher de l'information, je vais essayer de capter les différentes alertes qui sont autour de moi. Après, l'autre intérêt de Twitter, c'est un réseau social, c'est quand même de pouvoir interagir avec le lecteur, l'auditeur, et peut-être, alors ça c'est un effet à la marge, mais peut-être d'être encore plus précis, attentionné, parce que surtout en plus sur France Inter, nos auditeurs ne nous pardonnent pas grand-chose, ou sur France Culture aussi, pas d'approximation, donc c'est aussi intéressant dans ce sens-là. Voilà, donc les réseaux sociaux sont maintenant quelque chose qui fait partie intégrante
de notre travail. Quasiment tout le monde, par exemple à la rédaction de France Inter, a un compte Twitter, certains qui sont plus actifs que d'autres, mais on ne peut plus s'en passer. C'est un peu comme si un journaliste aujourd'hui disait voilà, je n'utilise pas Internet parce que je suis contre ce média et moi je continue à utiliser le Minitel. Ou je n'utilise pas le téléphone portable parce que je suis contre le téléphone portable, c'est une évolution qui ne me sied pas, je suis avec le téléphone à fil. Pourquoi pas ? Dans certaines situations, on n'a pas le choix. Lorsqu'on est aux Philippines, avec un typhon, on a juste pour la radio son AGRA, son enregistreur numérique et une valise satellite, et on n'a pas Internet, on n'a rien d'autre, donc on n'a pas le choix. Mais au quotidien, ce sont des outils qui nous permettent d'être plus réactifs. Le côté négatif aussi que j'ai remarqué, c'est que, étant donné que dernièrement, via Twitter, on a eu des informations extrêmement intéressantes qui sont arrivées très vite. Les différentes révolutions à droite et à gauche, enfin les différentes révolutions dans le monde entier sont parfois passées par les réseaux sociaux. D'autres informations capitales sont passées par les réseaux sociaux. On s'est dit, voilà, oui, en allant vérifier sur le terrain, ça s'est avéré. OK. Le problème, c'est que faut pas oublier qu'on est sur Internet, qui est un média électronique, informatique, qui peut toujours être détourné, hacké, piraté. Et je constate que parfois, on se base sur un compte a priori officiel sans vérifier derrière. Moi, il y a un exemple qui m'avait fait bondir, mais il n'y en a pas qu'un seul. C'est un athlète de l'équipe de France, donc Mehdi Bahala, qui sur son compte Twitter, a priori officiel, indiquait voilà, j'ai connu des très bons moments, mais maintenant j'arrête ma carrière. Et sous prétexte que ce compte était a priori officiel, tous les médias, même les plus sérieux, ont repris telle quelle cette information. Sur son compte officiel, Mehdi Bahala annonce sa retraite. Et personne n'a pris la peine de faire la chose de base pour un journaliste, c'est-à-dire d'aller vérifier à la source. Un seul média l'a fait, La Voix du Nord, en appelant Mehdi Bahala en disant « Mais est-ce que vous avez pris votre retraite ?» Il dit « Non, mon compte a été piraté. » Et après, on a eu un rétropédalage, alors je ne vais pas citer les noms des confrères, mais un rétropédalage pour dire oui, en fait, suite à un compte hacké, voilà, Mehdi Bahala n'a pas pris sa retraite. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on est dans un environnement qui est tellement concurrentiel, où on est dans la course à l'information, avec les chaînes Tout Info qui veulent avoir la première l'info, que on est passé de l'important, c'est une info juste en premier, dans cet ordre-là. Maintenant, on est passé à avoir l'info en premier et juste, ce qui est un peu problématique et qui pose également des questions sur le plan déontologique. Donc, c'est aussi l'un des enjeux, c'est-à-dire comment maîtriser des médias qui sont de plus en plus rapides, où tout à l'heure je disais n'importe qui peut être vecteur d'information, où tout le monde se sent presque journaliste. Comment faire pour faire le tri entre tout ça ? Comment faire pour ne pas se laisser griser, ne pas être pris par cette machine médiatique et d'actualité qui est très très rapide ? C'est l'un des enjeux qui se porte à nous. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur plus précises sur comment qu'est-ce qui a changé dans notre quotidien, comment on fonctionne, comment on utilise plus précisément ces nouveaux outils dans notre fonctionnement, dans notre quotidien. Mais je suis à votre disposition pour y répondre. Ce que je voulais rappeler, c'est que cette expérience, elle date, c'est de 2010. C'est pas un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est 2010. Et quelque part, moi, ça me fait peur parce que ça va très très vite. En 2010, on se disait Twitter va, voilà, donc les technologies accélèrent le temps. Et moi, je suis surprise quand vous dites que finalement, chez les journalistes, quelque part, il y avait vraiment cette défiance, cette méfiance vis-à-vis de cet outil. On a l'impression que
d'autres univers sont appropriés beaucoup plus vite que dans le monde des médias, non ? Oui, alors après, c'est aussi peut-être... est-ce que c'est sociologique ? Je ne sais pas, parce que je constate que aussi dans le milieu des journalistes, on s'adapte très peu aux changements. Normalement, on devrait être assez réactif, assez curieux des changements, mais on remarque que dès lors qu'il y a une nouveauté, on regarde ça avec un petit peu de bizarrerie, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une évolution, est-ce que c'est significatif ? Et pas que pour les nouvelles technologies, hein, voilà, même dans le fond, dès lors que, imaginons qu'un parti ou des opinions émergentes arrivent, on se dit ouais non mais de toute façon c'est des marginaux, ça ne compte pas, ça n'existe pas, on ne va pas donner la parole à ces personnes-là, et on laisse grandir le truc, et dès lors que, imaginons il y a une élection et qu'il y a un raz-de-marée d'un parti, on se dit ah bon, ah oui, quand même. Moi, ce qui m'a fait toujours halluciner, c'est que même dans nos conférences de rédaction, pour parler d'un parti qui est en train de monter, le Front National, voilà, on dit oui, mais bon, ouais, le Front National, voilà, il y a des paroles de gens dans les campagnes, mais bon, on va pas leur donner la parole parce que bon, ça ne signifie rien. Voilà quoi, et on reste dans son entre-soi. Alors c'est un peu pareil au niveau de l'arrivée d'Internet. On se dit oui, non, mais c'est anecdotique, c'est un truc, c'est un phénomène de mode. Et quand on s'aperçoit que finalement ce soi-disant phénomène de mode est approprié par d'autres univers, d'autres environnements, on se dit ok, il faut toujours passer par, on va dire, une phase choc, un événement fondateur pour que finalement l'outil, la chose soit appropriée par le monde médiatique. Est-ce que c'est un problème d'âge ? Est-ce que dans les rédactions traditionnelles, on n'a pas des personnes qui Ah oui, c'est clairement un problème d'âge. Hein. Dans la rédaction de France Inter, en grande majorité, la grande majorité des journalistes ont plus de 45 voire de 50 ans. Donc c'est oui. C'est pas des journalistes de 25 ans. C'est sûr que les journalistes de 25 ans, 30 ans sont peut-être plus habitués à ces nouveaux médias. Donc, ils sont un peu moins imperméables à ça. Quoique, j'ai, par exemple, des jeunes journalistes qui avaient 25 ans, mais qui n'étaient pas reporters, mais plus présentateurs, qui me disaient Twitter, c'est bien, mais je comprends rien. C'est quoi le système ? Est-ce qu'il y a des amis ? Donc, voilà, il y a aussi... Peut-être que les reporters ont un peu plus compris l'intérêt que les présentateurs, parce que le reporter est au contact du public et au contact des intervenants, des acteurs de la société. Donc finalement, Twitter, comme je disais, c'est un outil supplémentaire d'alerte, et on se l'est approprié pour être le plus au fait de notre société, de notre temps. Il y a une question ici. Non, dans le micro, parce que comme c'est enregistré, il faut qu'on ait la question et la réponse. C'est pour savoir ce que vous pensez de ce que je vais dire. Ce qu'on sait, nous, le plus sur Twitter, enfin sur son utilisation, c'est l'utilisation qu'en font les politiques. Et moi, je suis assez irritée, parce qu'en fait, ils ont déjà accès à tous les médias, un accès illimité. Et je trouve de plus en plus, ils essaient d'envahir l'espace médiatique au maximum avec leurs tweets, à lancer des polémiques, tout ça. Et en fait, on se retrouve dans tout un cirque de pseudo-infos, pseudo-commentaires. Ça dure pendant des jours. Et il y a un parasitage maintenant vraiment de l'information. Les politiques se servent de Twitter en lançant tout un tas de commentaires en général particulièrement polémiques pour envahir un peu plus l'espace médiatique. Et là, on a l'impression que les journalistes ne contrôlent pas ça. Non, ils viennent juste relayer le tweet de un tel, et ça devient ridicule puisqu'on a le tweet relayé à la radio, à la télé, dans les journaux. Mais enfin, je trouve que c'est l'utilisation, nous, dont on a le plus conscience, je crois, en tant que lecteur, spectateur, auditeur de Twitter. Et c'est redondant, et mon sentiment, c'est que c'est vraiment une tentative d'envahir au maximum l'espace médiatique de la part des politiques. Ce sont surtout les politiques, dans ce qu'on voit nous, il me semble, qui utilisent Twitter.
Oh, pas que. Alors après, c'est un média, un canal d'information comme un autre, hein. Et les politiques ont compris comment occuper l'espace, c'est-à-dire que, étant donné qu'ils ne peuvent pas avoir tous accès aux principales chaînes de télé, aux principales chaînes de radio, aux grands journaux, quel est le moyen le plus simple et d'atteindre un maximum de personnes? C'est Twitter, c'est aussi simple que ça. Alors après, c'est aussi de la responsabilité du média ou du journaliste de relayer ou pas tel tweet ou telle conférence de presse ou tel propos. Après, ça reste du choix de la liberté éditoriale, de la hiérarchisation. Après, c'est toujours on va dire, c'est encore la faute aux médias, mais c'est vrai que je reviens toujours aux chaînes Toute Info, c'est que il faut tellement occuper l'espace 24 heures sur 24, ne rien rater, que finalement la moindre petite phrase, la moindre polémique, et là c'est encore plus simple, hein, parce qu'elle est accessible, ça noircit les colonnes des journaux et ça remplit les antennes, qu'elles soient de radio ou de télévision. Après, Twitter, c'est pas que ça. Ce qui est bien avec Twitter, c'est que aussi, on peut choisir de ne pas suivre ces politiques ou pas suivre des personnes qui relayent ces paroles politiques. Moi, personnellement, je suis abonné à très très peu de comptes politiques. Je préfère avoir un mix entre des journalistes, peut-être quelques politiques, mais qui tweetent beaucoup, et autre chose que leur agenda. Du genre, à 7h50, je fais les 4 vérités sur France 2. À 12h30, je suis à la nouvelle édition de Canal+. Ça, je m'en fiche. Je cherche un petit peu soit des personnalités qui interagissent, soit qui apportent de l'information, soit qui tweetent énormément, en essayant de faire attention de bien... on va dire, faire un bon panachage. Parce qu'au début, je me suis dit, Twitter, c'est une source d'information, mais je prenais que des journalistes. Et finalement, je me rendais compte que c'était tout le temps un peu la même opinion, un peu les mêmes idées. Donc finalement, on était un peu en vase clos. Je me dis, à quoi ça sert d'être sur Twitter si on est toujours en vase clos? Donc je fais attention à prendre des gens de toutes tendances politiques, des blogueurs, des non-blogueurs, des journalistes, des politiques, des sportifs, pour essayer d'avoir vraiment le panel le plus large possible. Et après, ce qui est très utile aussi en utilisation pour un journaliste, et c'est pour les appels à témoins. Ça va super vite. C'est-à-dire que on a toujours un rédacteur en chef à l'imagination débordante qui nous dit il faudrait trouver, pour schématiser, le mouton à 5 pattes à 10h pour le 13h. Donc on lance l'appel à témoins, les gens répondent, et après on les appelle, on vérifie qu'ils répondent bien aux critères, et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur le terrain. Donc ça, c'est aussi une autre utilisation de Twitter qui est de plus en plus fréquente. Mais pour en revenir à votre question initiale, les politiques utilisent tout simplement tous leurs outils à leur disposition. Donc celui-là, il est gratuit et à diffusion quasiment mondiale. Donc pourquoi s'en priver ? Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous parlez d'une expérience qui date de 2010. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2013, il y a toujours des journalistes qui sont réticents à l'usage des réseaux sociaux pour leur métier? Et également une question dans la question, est-ce que cette réticence ne vient pas du fait qu'ils sont un peu menacés par l'information sauvage et qui se disent, nous on fait de l'information à l'ancienne, c'est nous les vrais, on n'a pas à se laisser envahir par ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore réticents ? Oui, sûrement. Après, je pense qu'ils sont minoritaires désormais. La plupart maintenant des journalistes, en tout cas je parle à Radio France, mais ça doit être la même chose chez mes confrères, ont un compte Twitter.
On remarque aussi que beaucoup ne l'utilisent pas, ils sont juste présents, voilà. Mais je pense qu'ils comprennent de plus en plus l'intérêt de la chose, parce que c'est une évolution qui est inexorable. On ne peut pas laisser filer le train comme ça. Et non, je pense que... après, vous parliez peut-être de la menace. Oui, peut-être. Sachant que, de toute façon, il faut être clair, dire qu'on est journaliste radio, dire qu'on est juste journaliste télé ou juste journaliste de presse écrite, maintenant, ça devient une hérésie. C'est-à-dire qu'on est, à la base, évidemment, journaliste, mais les frontières sont en train de tomber peu à peu. À Radio France, de plus en plus, alors c'est aujourd'hui sur la base du volontariat, mais il y a fort à parier qu'à l'avenir, ce soit imposé. En tout cas, c'est imposé pour les recrutements des jeunes journalistes, c'est savoir maîtriser les réseaux sociaux. On a des formations pour prendre des photos, pour filmer avec son smartphone. Donc, on ne demande plus simplement juste de faire son reportage radio, mais de faire autre chose. Alors, les plus anciens, ceux qui sont proches de la retraite, finalement se disent ça ne me sert à rien de toute façon. Voilà, je pars à la retraite dans 5 ans, 3 ans, donc ça ne sert à rien de me former. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, ils sont conscients que voilà, le métier évolue. Le métier évolue et qu'il faudra être multimédia. Dire qu'Internet, c'est pas fiable, c'est n'importe quoi, c'est un discours qui existait peut-être il y a 3 ans, mais il se tient plus véritablement aujourd'hui. Donc maintenant, le journaliste doit appréhender toutes les dimensions et toute la palette de médias qui s'offrent à lui. Donc on ne peut plus oublier cette dimension réseaux sociaux et autres dans son métier. Même Philippe Val. Ah, mais qui dit que Philippe Val restera après ça, voilà, il n'est pas directeur de France Inter ad vitam aeternam, mais le site internet de France Inter, par exemple, on remarque, alors qu'il y a peu, il y avait le relais des reportages radio, mais mon confrère, par exemple, Franck Ballanger, à chaque fois maintenant qu'il va sur un événement sportif, il tweet les coulisses de cet événement. C'est-à-dire qu'il prend une photo et voilà, quand il était en Ukraine, il décrivait un petit peu les lieux qui ressemblaient vraiment à l'ex-URSS, le côté un peu vieillot, le côté aussi, comment dire, la mise en scène de la conférence de presse de l'équipe de France qui était hyper cadrée. Donc tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qu'on ne peut pas dire à l'antenne, on le met sur le site internet en photo, en tweet. Alors lui, il le fait sur la base du volontariat, mais voilà, les fiches de poste désormais lorsqu'on recrute des jeunes journalistes, c'est bonne expérience en présentation, en reportage radio et maîtrise des réseaux sociaux. Voilà, maintenant c'est même un critère éliminatoire. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des problèmes qui étaient liés à la vitesse des informations qui circulent sur les réseaux sociaux et la façon dont c'est relayé et les cafouillages qui arrivent. Et je voudrais savoir quels sont les garde-fous, s'il y en a, qui sont mis en place dans la rédaction de France Inter, par exemple, mais d'une façon générale, pour éviter de relayer des fausses informations, etc. Les garde-fous, c'est normalement l'éthique et la déontologie. C'est-à-dire que dès lors qu'on a... normalement, enfin, les 4 piliers du service public, c'est informer, cultiver, éduquer, divertir. C'est pas faire de l'argent ou de l'audience, même si ça entre en compte. Mais même une information qui émane de confrères de l'AFP, on ne la sort pas telle qu'elle. Ça s'est présenté à nous il y a même pas à l'occasion
de l'assassinat des deux journalistes, du technicien et du journaliste de RFI. On a eu un urgent de l'agence AFP ou Reuters à 17h50 indiquant que les deux journalistes avaient été tués. Source malienne, préfet de la région de Kidal. On aurait très bien pu dire, voilà, on donne ça à l'antenne à 18h, et le journaliste qui avait fait le papier à 18h, Christian Chesneau, en plus, voilà, qui connaît malheureusement bien ces questions, a dit non, mais je le donne pas tel quel, je vais vérifier, on verra, et à 18h, il disait, voilà, que les deux confrères de RFI sont pour l'instant disparus, on n'a pas trop d'informations, certaines sont assez pessimiste, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet-là. Il a raconté les éléments factuels, le contexte, et on a attendu d'appeler du côté de RFI, au Mali, au Quai d'Orsay, et dès lors qu'on a eu tous les feux verts, à 19h, on a dit voilà, qu'ils étaient morts. C'était 1h15 après. Donc c'est ça encore le garde-fou. Et heureusement, on a eu, récemment, on n'a pas eu de ratage en voulant aller trop vite. Juste, je trouve qu'il y a beaucoup l'utilisation d'incertitudes quelquefois dans les reportages. On balance une information qui n'est pas vérifiée, on dit qu'elle n'est pas tout à fait vérifiée en utilisant le subjonctif ou le conditionnel. Conditionnel. Et est-ce que ça me semble être une certaine dérive par rapport à la déontologie. Est-ce que ça vaut le coup de balancer une information mais qui n'est pas tout à fait sûre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors après, lorsqu'on utilise le conditionnel, généralement, c'est une source qui est relativement fiable. Si c'est le boulanger du coin qui nous dit, qui nous balance une info, on ne va pas la balancer en disant « il semble que ». En revanche, si c'est, imaginons, une source qui est généralement fiable, ou même une seule source, imaginons une source policière, on se doit de dire « il semble que ». Après, si vous avez une source policière, une source judiciaire, que la personne concernée confirme, là, on fait sauter le conditionnel. Après, ça dépend. C'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a qu'une seule source, mais relativement fiable, on peut utiliser le conditionnel. Si c'est une seule source qui n'est pas fiable, on s'abstient. Voilà. Et après, tout dépend aussi de l'enjeu. C'est-à-dire que si c'est sur l'avis de personnes, là, on sera encore beaucoup plus prudent parce qu'on se dit, est-ce que la famille a été prévenue ? Est-ce qu'on est sûr de notre information ? Donc là, on est 10 fois plus prudent. Après, sur on va dire des informations un peu moins capitales, le conditionnel est utilisé, mais uniquement lorsque on n'a qu'une seule source, mais relativement fiable. Sinon, évidemment, on ne va pas utiliser le conditionnel à tout va, sinon on ne fait que des papiers avec du conditionnel et ça n'a aucune crédibilité. L'essentiel, c'est quand même de faire des papiers où le conditionnel est utilisé le moins de fois possible. Voilà, quoi. Après, le fait de vérifier, alors après, moi personnellement, je pense que c'est tout à notre honneur, mais le fait de de plus vérifier, c'est que on est moins rapide que d'autres confrères. Mais voilà, quoi. Donc ça nous permet d'éviter de dire que un agresseur a été interpellé par le RAID alors qu'il est toujours enfermé dans sa maison à Toulouse et encerclé par les policiers. Je citerai personne. Oui. Moi, ça me fait un peu peur, cette dictature de l'urgence. Je me dis, quelqu'un qui lisait Le Monde, qui recevait Le Monde dans sa boîte à lettres il y a 20 ans, est-ce qu'il était moins bien informé que quelqu'un qui est tout le temps sur Internet en train de regarder Le Monde ou un autre journal, hein ? Et puis moi, je me dis aussi que connaître le nom de Miss France, que ce soit à 8h du matin ou à 17h, j'en ai rien à faire. Et puis, que ce qui m'intéresse, c'est la qualité.
C'est-à-dire que moi, vous utilisez Twitter, je le comprends tout à fait. Moi, j'utilise Twitter pour autre chose. C'est pour mes groupes d'appartenance, pour avoir des informations que je ne trouve pas ailleurs. Donc que vous utilisiez Twitter ou toutes les sources d'informations, d'accord, mais moi j'attends des journalistes et des médias d'avoir une formation qui est réfléchie, analysée, et je ne suis pas dans l'urgence, je ne regarde jamais le journal en ligne, les médias en ligne, parce que ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est plutôt de la confusion mentale pour moi. Moi, ce que je veux, ce que je cherche, c'est une réflexion. Et quelle est la différence entre un journaliste qui écrit pour Le Monde papier et Le Monde.fr, à votre avis ? Le Monde.fr sur Internet, quand je le regarde, oui, je sais qu'il y a toutes les minutes, il fait ses mises à jour minute par minute. Mais je pense qu'avant de faire ses mises à jour... Vous avez aussi des articles de fond. Et c'est les mêmes journalistes qui écrivent pour le papier et pour le web. Mais ça, je comprends qu'il le fasse lui. Mais je veux donc, quelle est la différence en fait pour vous ? Parce qu'il y a la même qualité de réflexion puisque c'est le même journaliste. Oui, mais j'attends ça de lui justement. Donc c'est pas le média qui est en cause, c'est le journaliste, c'est le fond. C'est la ligne éditoriale. Si vous avez un directeur de la rédaction et des journalistes qui disent voilà, on va prendre le temps de faire la chose, de prendre du recul, que ce soit sur Internet, que ce soit sur papier, ça ne change rien. Personnellement, je ferais beaucoup plus confiance à une enquête qui est issue de Mediapart, qui est sur Internet, plutôt que... alors ça n'existe plus, mais que de François, qui est sur papier, la presse noble. Mais c'est quoi la presse noble ? C'est juste le support. Je crois qu'on fait beaucoup la confusion, et même aussi dans notre métier, en disant, voilà, Internet c'est le mal, et la presse papier c'est la qualité. C'est toute la réflexion qu'il y a avant, et comment on travaille. Après, je pense que dans notre idée, tous à la base, c'est donner une information vérifiée, juste, et après, rapide. Mais dans cet ordre-là, c'est-à-dire que si on a une information vérifiée, complète, on ne va pas attendre 10 jours pour dire attendez, on va prendre notre temps. Non, après, il faut aussi donner l'information rapidement. Après, pour inciter les médias à ne pas aller rapidement, c'est très simple. Il ne faut pas aller sur BFM Télé ou iTélé. Parce que c'est toujours, moi j'appelle ça le syndrome Arte, c'est-à-dire on dit ouais, Arte c'est de la qualité, voilà, mais est-ce que vous regardez ? Ouais, non, je regarde pas, mais je regarde TF1. Voilà, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'on demande aux journalistes d'être précis, et la plupart du temps, et la majorité, je pense que les journalistes font bien leur travail, mais on va finalement, l'audience va vers des médias qui vont vite, parce que sur BFM, l'information est devenue un show. Par exemple, hier, sur l'histoire du tireur qu'on n'arrive pas à localiser, moi j'étais atterré parce qu'on tenait toute la journée sur voilà, le tireur, où est-il, avec la musique édition spéciale, voilà, ça tient en haleine le téléspectateur. Et les audiences de BFM ne font que monter. Et si par exemple nous on fait par exemple quelque chose de plus avec du recul, avec un peu plus de sérieux, finalement c'est un peu moins passionnant, donc on va pas écouter. Alors après, c'est pas ça qui va nous pousser à changer de... Enfin, personnellement, c'est pas ça qui va changer ma façon de travailler. Mais des fois, on se dit c'est un peu désespérant parce qu'on essaye d'être dans la qualité, la réflexion, la pause, enfin, voilà. Et c'est un peu ce contre quoi on lutte. Mais je discutais récemment avec un collègue de France Info, qui avait mis un peu plus de temps pour livrer un reportage, et qui avait dit à son rédacteur en chef non mais écoute là, attends, je peux pas faire 14 choses en même temps, je dois aller faire mon reportage, après je dois aller sur le terrain, vérifier. Et la réponse qu'il a eue du rédacteur en chef, ouais mais à BFM Télé comment ils font ? Et là on se dit si on n'est pas aidé aussi par nos chefs, ça devient un peu compliqué. Et pourquoi ? Parce que l'audience, c'est BFM, c'est iTélé qui l'a fait. Et
Après, il y a des responsabilités de toutes parts, il y a la responsabilité aussi du journaliste, parce que c'est aussi ça la base. Notre métier, ça devrait être de dire, voilà, je suis journaliste, je mets des règles, et que ça te plaise ou pas, on fait ça. Mais aussi une responsabilité du côté du téléspectateur. S'il cherche la qualité, il boycotte certaines chaînes, et s'il n'y avait pas d'audience sur les chaînes Tout Info, je pense que finalement, on ne serait pas sur ce modèle-là. Hein. Malheureusement, c'est le modèle dominant qui influence peut-être le reste, que ce soit dans le fond ou dans les formats. Mais les gens qui vont sur Tout Info, ils ne travaillent pas. Ils font quoi la journée? Parce que moi, j'ai pas le temps d'aller. Je regarde pas la télé toute la journée. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ouais. Malheureusement. Au moins 3 ou 4 millions, je pense, oui. Est-ce qu'il est le micro? Merci. Bonjour, moi je me demandais s'il n'y avait pas un écart qui se creusait d'un côté entre les gens qui justement utilisent les réseaux sociaux et comprennent par exemple l'intérêt des hashtags ou de Facebook, et les gens qui, par exemple je prends l'exemple de la génération de mes parents, mais peut-être d'autres, même des jeunes, qui ne comprennent pas en fait. Enfin, des fois quand il y a des buzz au niveau des hashtags, ou je me demande si de plus en plus que les médias même traditionnels se mettent à utiliser ça, par exemple le réagissez en utilisant le hashtag un tel ou un tel, est-ce que ça ne crée pas un écart au niveau du public? Peut-être, ouais, oui, mais bon, c'est comme avec toute nouvelle technologie. Enfin, moi, ma mère, il y a encore 5 ans, envoyait des SMS, elle savait pas. Tu dis, ouais, mais c'est compliqué. Là, maintenant, elle sait faire. Donc, je pense qu'il faut pas, on va dire, insulter l'intelligence de ceux qui ne maîtrisent pas l'outil. Ils y viendront, s'ils veulent, plus lentement que d'autres, mais à la base, évidemment que ça va creuser un fossé, mais à terme, je ne suis pas sûr, parce que si ça se démocratise, si tout le monde comprend l'intérêt général ou l'intérêt particulier qu'il peut trouver dans ces outils-là, il y viendra. Donc après, tout est question d'éducation et d'intérêt de la chose. Une dernière question? Il y en a encore une là, hein, devant. Oui, bonjour. Tout à l'heure, quand vous nous avez parlé de l'expérience, vous nous avez parlé de Facebook et Twitter. Et vous avez d'emblée évincé Facebook. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous nous avez démontré l'utilité de Twitter dans votre métier. Est-ce que pour le métier de journaliste, Facebook, c'est aussi quelque chose d'intéressant? Ou est-ce que justement... vous êtes beaucoup plus sceptique quant à l'utilité d'un tel outil. Et puis dans l'expérience, comment vous vous êtes très vite rendu compte, en effet, de la différence qui se creusait entre Twitter et Facebook? Alors c'est un constat empirique, mais Twitter, on a rapidement vu que c'était un vecteur d'information. C'est-à-dire que voilà, en 140 signes, on peut pas trop s'épancher, et souvent c'était des tweets relais d'information ou de l'information brute qui émanait donc du tweetos, alors que Facebook, alors en rigolant entre nous, on disait que c'est ce qu'on voit sur Twitter 3 jours avant, donc il y avait toujours un petit temps de latence, et c'est un côté plus, voilà, on est entre amis, on est entre gens qu'on connaît, donc c'est plus un réseau fermé, où on va plus partager ses humeurs, on va partager ses photos de vacances, donc un côté moins informatif. Alors on peut aussi utiliser Facebook. Alors ça peut être utile dans le sens où on peut chercher dans son réseau une information. Imaginons quand je cherche un profil en particulier, j'utilise Facebook et Twitter. Sur Facebook, je vais dire, voilà, je reprends mon exemple du mouton à 5 pattes, qui est le mouton à 5 pattes, ou qui le connaît.
Et dans mon réseau de personnes, certains vont réagir, mais peut-être réagissent de façon un peu lente. Alors que sur Twitter, si je dis qui est le mouton à 5 pattes, qui le connaît, quelqu'un va retweeter le message, donc il va apparaître dans son réseau. Un autre qui est dans le réseau du premier retweeteur va le retweeter et ça va se démultiplier. Donc finalement, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre quelqu'un et beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'on a choisi Twitter. Mais Facebook a aussi son intérêt et ça, c'est on va dire le côté pervers de Twitter et des réseaux sociaux et d'Internet, c'est que rien ne s'oublie sur Internet. C'est-à-dire que lorsque vous avez un interlocuteur, on va essayer de rechercher qui il est sur Facebook, si ce qu'il nous dit est véritable, s'il nous dit qu'il est apolitique, voir si dans le passé il n'avait pas eu des fonctions militantes qui pourraient ternir son message, en tout cas l'édulcorer. Et souvent, la fiche signalétique, le passé apparaît où sur un réseau social comme Facebook. Par exemple, un statut qui est un peu limite, c'est apparu sur son statut Facebook ou sur son statut Viadeo ou LinkedIn, parce que ce sont d'autres réseaux sociaux que j'ai pas mentionnés, qui sont moins utilisés, mais qui sont aussi des pages qui peuvent être des indices pour nous en tant que journalistes. Donc ça fait un peu détective, mais c'est aussi ça l'investigation. Mais Twitter est quand même beaucoup plus, on va dire, réactif, rapide et simple que Facebook pour nous. Une question là. Oui, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il est important de faire de l'éducation à l'information auprès des plus jeunes ? Et est-ce que vous pensez qu'il est totalement utopique d'imaginer qu'une radio comme France Inter, par exemple, ait sur son site internet une partie destinée aux juniors, comme on le voit beaucoup pour un certain nombre de sites ? Alors pour la partie, je vais prendre la seconde partie de la question. Une partie junior sur le site de France Inter, pourquoi pas ? Alors après, il faudra en parler au directeur. Mais je sais que sur France Info, il y a une chronique qui s'appelle France Info Junior, où des enfants commentent l'actualité. C'est fait de façon didactique et c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que c'est important de faire de la formation aux médias de façon générale, d'avoir un regard critique par rapport aux médias, toujours avoir de la distance. Parce que même dans notre métier, on n'a pas toujours de la distance. Combien de fois j'ai entendu des confrères qui ont relayé une dépêche de l'AFP qui parfois se trompent en disant ouais non mais c'est pas de ma faute, c'est l'AFP qui s'est trompé. Ouais mais l'AFP c'est pas des robots, hein, c'est des hommes et des femmes comme nous, donc qui ont aussi le droit à l'erreur. Et rien ne nous empêche d'aller vérifier. Donc l'éducation aux médias, oui, évidemment, pour les plus jeunes, parce que surtout sur les réseaux sociaux, il y a une telle masse d'informations que quel est le vrai du faux ? En tout cas, quelle est la part de la manipulation ? Quelle est la part du crédible ? Quelle est la part on va dire de l'honnête ? C'est pas évident. C'est pas évident, même pour nous, journalistes qui... a priori, sommes formés. Alors pour quelqu'un qui n'a pas tous ces outils, c'est encore plus compliqué. Donc après, quels outils pour pouvoir effectuer cette critique pas évident. Alors lors de l'expérience qu'on avait menée en 2010 d'isolement médiatique, il y avait une frustration, c'était justement de ne pas pouvoir communiquer vers l'extérieur. Et on avait vu un tweet qui indiquait explosion à Lille, assez énigmatique. Et là, les gens ont relayé, ça a créé une petite panique. Ouais, qu'est-ce qui se passe à Lille ? Qu'est-ce qui se passe à Lille ? Et là, mon premier réflexe, c'était de dire ouais, non, mais faudrait qu'on appelle la rédac là pour qu'ils vérifient qu'est-ce qui se passe à Lille. Et mon collègue canadien m'a dit non, mais là, l'expérience, c'est l'isolement médiatique total, donc tu ne peux pas. D'accord. Donc on n'a pas fait. Et encore un journaliste de La Voix du Nord, décidément, a appelé les pompiers et a vérifié. Et en fait,
C'était tout simplement un avion qui avait passé le mur du son, d'où l'explosion. Donc il n'y avait pas eu d'explosion d'usine, c'était pas la panique. Mais ça, il faut pouvoir le faire. C'est pas à la portée de tous, mais en tout cas, apprendre aux plus jeunes de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui arrive, surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est nécessaire. En tout cas, savoir un petit peu, faire la part des choses. Parce que souvent, on se sent un peu seul là-dedans. Non, mais il y a le Clémy. Il y a le Clémy. Il y a le Clémy, oui. Pas très nombreux, mais on est là quand même. On se sent un peu seul, je veux dire déjà, même dans le monde de l'info, c'est quand même souvent les journalistes s'adressent à des gens qui connaissent l'information. Donc déjà, même en tant qu'adulte, faisant partie de la société, si on a raté un épisode récent, on est vite largué. Et il n'y a pas beaucoup de moyens de se raccrocher à ce qui se passe. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, ce qui est bien avec les sites internet, c'est que lorsque vous allez sur des sites internet d'information reconnus, qui sont le prolongement de médias dits traditionnels, vous avez souvent des dossiers qui sont bien faits, qui permettent de voir l'historique et de ne pas être complètement largué. Il y a des encadrés qui permettent de savoir où on en est, quelle est la situation. C'est aussi peut-être ça l'avantage, parce qu'auparavant, on achetait le journal du jour, on avait coupé avec l'information pendant un mois. Où on est. Ce qui est le côté positif d'Internet, que je trouve dans Internet, et tous les médias associés, c'est que ça a démocratisé l'accès à l'information. C'est-à-dire que il suffit de faire une recherche, on a l'information brute qui arrive à nous. Après, la difficulté, c'est toujours de faire le tri. Mais bon, après, est toujours plus rassurant et fiable de se dire, je lis une information qui vient du Monde.fr, du Figaro, du Parisien, de France Inter, que du blog de Jean-Pierre Trucmuche, dont on ne sait d'où il vient. Alors, je rebondis. Carole Elpiquet, qui est du Clémy National, m'a remis ce document que chacun peut trouver sur Internet, justement. C'est l'Observatoire de la déontologie de l'information qui publie chaque année. Donc le titre, c'est l'insécurité de l'information, donc qui publie un rapport annuel, justement sur les pratiques médiatiques avec une liste de dérapages, alors involontaires, volontaires, et un petit peu comment justement on arrive à des fois des rétropédalages ou des fausses informations. Donc c'est expliqué, c'est intéressant. Sinon sur Internet, vous avez un site qui s'appelle Acrimed, qui vous donne aussi beaucoup d'informations. Bon, la ligne éditoriale, elle est très orientée politiquement, mais ça nous donne les dessous de l'information. C'est très critique, mais ça donne aussi, des fois les dessous des cartes qu'on n'a pas toujours quand une information arrive en haut de la hiérarchie. Et sinon, nous, au quotidien, le Clémy, la vocation du Clémy, c'est quand même d'éduquer aux médias pour éduquer à la citoyenneté, donc de développer l'esprit critique des jeunes et des moins jeunes. Donc je suis contente que M. Zidane dise que ce soit important. Non, mais on en est tous convaincus, je pense. Alors je pense qu'on va remercier M. Zidane pour cette... pour cette intervention très, très intéressante.